Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait ta merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville. Et but de Darcheville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Papion. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. L'équipe de 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Maxime Waris. Le voilà, le ballon derrière Maxime Waris face à Tchalik qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et l'orienté qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, et c'est parfait, bim bam boum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, très content de vous retrouver en cette nouvelle année. Nos meilleurs vœux à tous. On avait laissé le FC Lorient humilié à Francis Leblay. 4-0 en 25 minutes à la mi-temps, une catastrophe, un désastre. Les qualificatifs ne sont pas assez nombreux pour qualifier justement la prestation de nos merleux. On espérait qu'après quelques jours de vacances et l'occasion de se remettre la tête à l'endroit, ça irait mieux en coupe, l'occasion de se relancer contre une petite N1. Enfin, une petite N1, ça reste chaud, mais petite N1 en coupe à l'extérieur. Magie de la coupe oblige, le FC Lorient s'est fait sortir après avoir mené au score. Bref, c'est la crise au FC Lorient et elle est profonde. On pourra vous donner quelques petites informations dans cet épisode. Mais du grand ménage est attendu dans ce mercato. Bref, vous voyez un épisode qui part sur des bons rails en compagnie de l'équipe de la taverne, en commençant par Raph qui fait un petit symbole. Je sais pas si c'était une mitraillette ou une pagaie, je ne sais pas. Oh, c'était un balai. C'était un balai pour nettoyer. C'était un peu ça. Salut à tout le monde. Pierrot est avec nous également. Salut Pierrot. Salut. J'espère que tu vas être aussi en roue libre aujourd'hui que tu l'es sur les réseaux sociaux depuis la défaite contre Brest. Non, je suis en roue libre après le match. C'est l'énervement qui parle là. Ça va, je suis détendu aujourd'hui. Pierrot est détendu, ça tombe bien. Pour l'instant. Et Lucas qui est tout heureux parce qu'il a vu des jeunes jouer contre Sochaux ce week-end. Enfin, un petit peu. Salut Lucas. Salut les gars. Oui, c'était le match qui m'a hypé le plus de la saison. J'aurais peut-être pas dû m'enflammer trop vite. Ouais, justement, Raph, une équipe remaniée, mais quand même un 11 qui... est-ce qu'il aurait été pire que notre 11 qui joue en Ligue 1 ? Non, je ne pense pas. Non, un 11 cohérent. Tu te dis pas que tu vas à Sochaux sans espoir tout de même. Enfin, je pense que pas mal de supporters voyaient tout de même Lorient l'emporter. Ça n'empêche qu'avec Pierrot, on avait parié contre le FCL, parce que du coup, on avait trouvé le petit score exact de 1. Mais non, l'équipe est cohérente par rapport à la double problématique des blessures et de la CAN. Donc, on est allé puiser dans la réserve en bouchant les trous. On est repassé quand même sur un système à 3 défenseurs centraux, hein, donc défense à 5, ça, faut quand même le noter. Voilà, donc... je sais pas s'il faut qu'on revienne sur ce match-là, mais moi j'ai trouvé Lorient très très faible, très impuissant, montrant très peu de domination face à un adversaire relativement plus faible sur le papier. Je nous ai senti quand même, sans ressources et sans idées, sans conviction de vouloir faire quelque chose. On marque certes les premiers, mais pas forcément avec un gros temps fort
Et puis on est puni par non-volonté d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà, on a essayé de gérer un match qui devait pas être géré en fait. Donc je sais pas. J'ai trouvé le match ou non-capacité, parce que peut-être les deux. T'as raison, parce que moi je trouvais qu'il y avait un peu plus d'engagement. On voyait un peu de pressing devant, etc. Des choses beaucoup mieux. Alors, on va même pas parler de Brest, parce que mieux qu'à Brest, c'est pas compliqué. Hein. Vous allez voir des mecs jouer au foot le dimanche en district, c'est mieux. Mais voilà, dans l'intensité, dans l'implication, j'ai trouvé du mieux. Et puis, ouais, comme tu dis, bon, pas capable de faire mieux, quoi. Bah, à un moment donné, il faut peut-être se poser cette question-là. Est-ce que intrinsèquement les joueurs ont le niveau, et est-ce que collectivement on arrive à faire monter la mayonnaise? On a l'impression que dans un cas, chez certains, c'est pas le cas. Ils n'arrivent pas à passer un certain plafond de verre, soit parce que inexpérience, soit parce que trop jeune, soit parce que pas en forme ou pas affûté. Et puis collectivement, il n'y a rien qui se dégage, ou en tout cas pas grand-chose, pas assez pour battre une N1 aujourd'hui, même avec une équipe un peu remaniée. Donc aujourd'hui, tu te dis juste que tu savais que ton équipe allait être amputée de plusieurs joueurs à cause de la CAN et des blessures. Tu as fait un stage à Fougères, si je dis pas de bêtises, pendant plusieurs jours pour préparer ce match. Moi, je trouve qu'en fait, au-delà de la défaite, c'est quelle est la... Enfin, t'es censé te remettre à l'endroit, reprendre un peu de confiance. C'est clairement raté, et tu vas jouer à Lille le week-end prochain. Qu'est-ce que t'espères? Du coup, je me dis, mais je vais en parquage visiteur. Mais je suis fou, ou en fait, genre, je fais le déplacement. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Pierrot, une petite stat sur les déplacements à Lille. On sait que tu l'aimes bien, celle-là. J'avais fait une petite stat l'année dernière. Je crois qu'on est sur une moyenne de 3 buts encaissés, je crois, quand on va à Lille. Donc, 2 ou 3 buts encaissés là-bas, en moyenne, ça pique. Et on a gagné qu'une seule fois là-bas, quoi. Mais Pierrot, la seule fois où on gagne là-bas, c'est l'année de la descente. Donc, qui sait? Faut perdre, du coup. Pierrot, logique. Comme l'a dit Raph, on dominait pas Sochaux outrageusement. Alors, il y a le contexte, Coupe de France, etc. aussi. Attention, on n'est pas les premiers clubs à se faire sortir par une équipe inférieure. Mais bon, ça reste Sochaux N1. Tu te dis, le plus dur, c'est d'ouvrir le score, parce que si t'arrives à la 70e, les mecs bétonnent derrière, tir au but, et de toute façon, on n'a pas le mental pour passer. À 1-0, tu te dis pas, ça y est, bon, on a fait le plus dur, et maintenant, ça devrait aller. Non, mais en vrai, attends, parce que du coup, Pierrot a un petit problème technique, mais sérieusement, tu trouves, Chris, qu'on a par séquence dominé le match? Ah non, on n'a pas du tout dominé. Ok, on est d'accord. Mais en réussissant à marquer, sur une combinaison qui est très sympa d'ailleurs, en réussissant à marquer, est-ce que tu te dis pas, bon, on a vraiment fait le plus dur? Ce que je posais comme question à Pierrot, on a le niveau pour s'imposer maintenant qu'on mène 1-0, qui était quand même la chose la plus compliquée vu nos prestations. Ouais. Après, je trouve que derrière, tu gères assez mal. Tu gères assez mal cet avantage. Moi, j'ai trouvé qu'en première période, on a vu assez fréquemment Sochaux être dangereux en contre, à bien jouer en transition, à bien attaquer la profondeur. Ensuite, tu as eu la blessure de Laporte. Je pense globalement que ça nous désorganise un petit peu quand même derrière. On fait jouer un Bakayoko en défense centrale. Bon, ça explique peut-être pas tout, mais je trouve qu'au milieu, on n'a clairement pas été dominateur de la tête et des épaules. Et dans l'animation, on n'a pas retrouvé une équipe qui était sûre de ses moyens. Donc en fait, ça fait un peu trop face à une équipe de Sochaux qui joue crânement sa chance, qui n'a pas peur d'aller vers l'avant, et qui du coup défie les défenseurs qui sont eux soit pas affûtés, soit en perte de confiance. Tu vois, un Mouyukolo, on se l'était dit la dernière fois, il a joué tellement peu de minutes cette saison que, ce gars-là, il est pas aussi affûté qu'un joueur de national qui a joué tous les matchs, quoi. Donc, à un moment donné, c'est compliqué de faire la différence sur ce sport, quoi. Si tu joues jamais. D'accord. Non, justement, je voulais rebondir un peu sur ce que disait Raph dans l'engagement. Au-delà de la condition physique, d'être habitué, d'être en pleine saison, être habitué à mettre de l'engagement à chaque entraînement et à chaque match,
dans un championnat aussi en national qui est très compliqué physiquement au niveau de la densité athlétique. On arrive aujourd'hui avec une défense, donc après la sortie de Laporte, donc avec Le Brise, Mouyokolo, Pellon, Bakayoko et Silla. Aujourd'hui, dans cette défense-là, qui donne de la voix, qui est le patron, qui s'impose comme celui qui va recadrer tout le monde, pardon. Aujourd'hui, je sais pas. Le Brise, je crois que c'était son premier match de saison à ce poste-là. Il est un peu baladé un peu partout. On n'arrive plus à lui retrouver un poste auquel il est performant. Il y a tellement d'interrogations. Alors, c'est pas le meilleur joueur de la saison, mais il a quelques passes D en milieu gauche et il en remet une ce week-end quand même. Ah, c'est lui qui fait le service, hein. Ouais, c'est pas la première de la saison. Oui, donc. Oui, il en a fait une à Toulouse, il fait un service pour Dieng. Là, il réitère, c'est une belle passe en retrait. Et puis, il avait été dépanné en arrière droit aussi l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ça s'était plutôt bien passé. Après, voilà, on sait aussi que Le Brise, il joue de cette polyvalence-là, et c'est pour ça qu'il est aussi dans le groupe et qu'il a des minutes. Oui, ouais. Enfin, je serais un peu plus exigeant que ça, mais après, si on revient sur l'équipe, c'est une difficulté à se faire mal dans ce contexte-là. Même après l'ouverture du score, finalement, les doutes sont totalement présents. Donc la sortie de Laporte, on va en reparler, mais elle fait très mal. Et voilà, pas du tout la capacité à réagir dans ces situations-là parce que manque d'expérience. En tout cas, Pierrot, ce match de coupe à Sochaux, c'était l'occasion pour tout le monde de se remettre en marche, et en particulier pour Régis Le Brise, qui a été confirmé dans ses fonctions par Loïc Ferry à l'intersaison. Je vais commencer par toi. Je vais vous demander, messieurs, ce que vous pensez de la décision de Loïc Ferry de continuer avec Régis. Je t'écoute, Pierrot. Je suis pas d'accord avec ce choix. Enfin, il y a plusieurs choses déjà. Je suis pas d'accord avec ce choix parce qu'en fait, déjà tu le maintiens en tant que coach, mais pas non plus en tant que coach. Tu le maintiens en tant que un espèce de manager général, directeur sportif et tout ça. On voit très bien qu'il n'arrive pas à gérer les deux casquettes. Donc, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir au moins un directeur sportif de nommer juste après la défaite de Brest pour travailler sur la 10-15 de jours sur le mercato qui arrive. Là, maintenant, c'est trop tard. Tu laisses les clés en main à un gars qui est que je trouve complètement perdu. Ça me paraît, je vois pas inverser la tendance. J'ai du mal à y croire. J'espère me tromper, hein, évidemment. Mais je sais pas, je le sens perdu. Mais en termes de périmètre, Pierrot, du coup, le fait de faire venir Cahuzac, est-ce que c'est pas aussi pour lui faire prendre un petit peu plus de hauteur vis-à-vis du groupe ? Si, bien sûr, c'est un levier qu'ils ont trouvé pour essayer de mettre un peu de renouveau, mais je suis pas sûr qu'en mettant juste un adjoint, ça change énormément de choses. Après, peut-être que l'expérience, un mec qui est un peu connu pour un peu hausser la voix hausser un peu la voix dans un vestiaire, ça peut-être aider dans une équipe qui manque, je trouve, d'un vrai leader charismatique. Et ça peut pas faire de mal, mais après il y a tellement de gueuler sur les mecs pour qu'on gagne. Pascal Dupraz et Roland Courbis sur les 4 Champions League, quoi. Ouais, mais il y a tellement de choses qui vont pas dans l'équipe. Il y a pas que le coach qui est en cause, mais je sais pas, j'ai du mal à voir autre chose avec lui. Donc toi, Pierrot, plutôt contre ou plutôt non sur cette décision de continuer avec Régis Le Brise, en tout cas dans les mêmes fonctions qu'il occupait avant la trêve. Toi, Raph, déjà, tiens, est-ce que tu le voyais sauter après le derby ? Franchement, je commençais à l'envisager fortement parce que c'était probablement le meilleur timing pour le faire. Enfin, en tout cas, Loïc Ferry avait beaucoup de cartes entre les mains pour assumer un choix qui était presque logique. En revanche,
Je pense pas que ce choix-là soit définitif. D'ailleurs, il a été confirmé, mais pas forcément en disant qu'il allait finir la saison. Hein. Donc, il est confirmé jusqu'à ce qu'on change d'avis. Hein. Donc, attention, hein, il y a 2 matchs, Lille, Le Havre. C'est pas sûr que du coup ce soit définitif. Encore une fois, je rejoins un petit peu Pierrot sur le fait de se dire que finalement assez peu de choses ont changé. D'un point de vue organisation, organigramme et périmètre donné à Régis Lebris aujourd'hui. À voir, attention, peut-être que interviendront certains changements d'ici la fin du mercato, mais aujourd'hui c'est pas trop le cas. En tout cas, on change pas forcément la manière de fonctionner. D'ailleurs, la manière de fonctionner a été revalidée par Loïc Ferry lui-même en disant qu'aujourd'hui il y avait un triumvirat qui fonctionnait au club et que du coup pas trop de soucis dans les affaires courantes au final et qu'il avait confiance en ça. Voilà, après là où je suis aussi d'accord avec Pierrot, c'est que on a vraiment l'impression qu'il y a eu quelque chose de cassé et que ça va être compliqué de recoller les morceaux. Et c'est vrai que en Ligue 1 ou dans le sport professionnel, on a souvent plutôt tendance à faire table rase et à repartir d'une feuille blanche. Aujourd'hui, j'ai un peu du mal à penser qu'on arrivera, avec le temps imparti, à retrouver une stabilité avec beaucoup d'animosité ou de non-dit, même si la communication extérieure explique que les noms d'oiseaux qu'on pu filtrer, etc., c'est aussi une manière de communiquer sereinement dans un vestiaire. Ça arrive aussi, hein. Parfois il faut se dire les choses et le ton monte. J'ai un peu du mal à y croire. Je pense que du coup il y a une fracture qui s'est illustrée à la fois dans les mots et dans les actes. À la fin du match de Brest, c'est pas pour rien que certains joueurs ont fait sécession en ne montant pas dans le bus ni anecdotique. Donc non, à ce niveau-là, je pense qu'en fait il y a un peu il y a un peu un non-retour en fait. À un moment donné, on se parle de plusieurs joueurs. On se parle pas d'un petit vilain, un petit canard qui. Non, on se parle de plusieurs joueurs qui. On peut donner les noms. Non, mais je pense que tout le monde les connaît. Mais du coup, globalement, si tout le monde les connaît, on peut dire que Benjamin Mendy. Moi, je les connais pas les noms. Que Romain Fèvre, que il m'en manque un dans le taf. Il m'en manque un. Vous voulez pas m'aider là? Oh, mais il y en a plusieurs du coup. Oui, après, il y a des personnes qui sont. Il y a des joueurs qui sont plus qui disent rien mais qui font, et d'autres qui disent beaucoup mais qui font rien. Donc en fait, t'as un peu donc globalement, c'est un peu compliqué quand tu sais que certains joueurs étaient là aussi avec une vraie stratégie sportive et d'autres ont été achetés suffisamment cher aussi pour représenter un poids dans l'effectif. C'est compliqué aussi de se dire je fais fi de ces joueurs et je donne une 100% confiance au coach. Mais là franchement j'aimerais pas être à la place de Régis Lebris en ce moment, et je trouve pas que la communication de Loïc Ferry lui donne pour autant beaucoup plus de force à aller de l'avant. Et d'ailleurs la dernière conférence de presse post-Sochaux, c'est dur. C'est dur, franchement, c'est très très dur. Tu sens la souffrance là. Formose et Igor Silva qui faisait partie du gang de l'aéroport. Lucas, sur la prolongation de Régis, on divague un petit peu, mais on reste quand même sur l'essentiel. Sur la prolongation de Régis, Lucas, un mot? Je pense que Raph et Pierrot en ont déjà dit beaucoup. J'y rejoins sur tout ce qui a été dit. Donc pareil, je ressens un groupe qui est assez lessivé, et le fait qu'on voit très peu, on ne voit pas de signe d'amélioration. Parce que si on voit un signe d'amélioration entre Brest et Sochaux, je pense que le moyen de comparaison est très compliqué. Ouais. Vu le 11 qui change totalement, bon ça on est habitué, mais surtout si tu te fais c'est totalement différent. C'est là les parties, je l'ai pas vu arriver. Non, oui. Donc voilà, le voir si peu de signes d'amélioration, c'est assez alarmant. Après, s'il a encore les mains mises sur le recrutement, je pense que il va encore avoir quelques semaines devant lui, parce que sinon je vois aucune cohérence
de laisser un coach choisir et faire son mercato pour le virer début février, ce serait absurde pour le coup. Donc là, c'est un peu un rien. Là, il y a un parti pris qui a été fait. Et là, je pense que finalement, avec Régis, on a quand même pour un moment, et j'espère que ça va continuer parce que j'espère qu'on va revenir. Mais j'ai quand même assez peur. Sur Cahuzac, juste un mot. Enfin, moi, ce qu'on a pu me dire, c'est que le problème avec le staff de Régis, c'était que personne n'osait ou n'était en contradiction avec ce qu'il disait. Donc tout le monde allait dans son sens. Et ça, c'est peut-être ce qu'il aime aussi. Si on regarde dans son staff, donc il y en a un qui est... je crois que le psychologue était en Allemagne, en Bundesliga, dans un staff. Il est allemand. Oui, mais le reste... Freud était allemand. Staff, peu d'expérience au haut niveau. Et voilà, que des gens qui vont dans son sens. Donc là, l'arrivée de Cahuzac, déjà peut-être une mainmise sur son groupe qui peut revenir, je sais pas, une communication qui peut se refaire, pas via Régis, mais peut-être via Yannick Cahuzac, et peut-être quelqu'un qui va contredire ses choix et ça va peut-être aller dans le bon sens. Oui, rappelons que Cahuzac a signé jusqu'à la fin de saison. Moi, je vais pas tirer exactement le même sens que vous. Je suis plutôt content de la décision. Je pense que changer de coach là à la mi-saison, tu files les clés à Régis en juin, t'assumes quoi. Et t'assumes, tu changes pas au moindre, tu changes pas au bout de 6 mois parce que ça va pas comme tu veux. Je pense qu'il faut lui donner le temps. Il a ses torts évidemment, et le recrutement est en partie de son fait, donc il a beaucoup de torts. Faut pas oublier que c'est un entraîneur novice à ce niveau-là aussi. Alors c'est sûr qu'il a fait tout sous son foin au mois de mai là pour pouvoir amener le FC Lorient à des plus hautes dans des plus hautes sphères. Ça marche pas pour l'instant, mais je pense pas que le débarquer en décembre c'est rendre service au club déjà, et je pense qu'il a quand même un potentiel qui peut fonctionner au FCL. Alors pour cette année évidemment le top 10 et l'Europe ça va être compliqué, encore que tout va très vite dans le football, n'est-ce pas Pierrot? Mais oui, là maintenant tout va dépendre du mercato, et comme c'est lui qui a les clés, c'est à lui de prouver maintenant. Mais je suis pour la continuité, on va dire. Non, et je trouve pas déconnant le plan de Loïc Ferry de dire je t'ai filé les clés, maintenant t'assumes et j'assume aussi, même si Ferry a l'occasion de reprendre un petit peu la main. Il y a un administrateur qui a été nommé au club pour remplacer un petit peu Arnaud Tanguy, plus ou moins, mais bon, parce que il y avait aussi ce problème qu'on avait souligné dans la taverne, c'est que il y a plus de DG au club, donc forcément il y a plein de choses qui manquent. Ça, sur ce côté-là, je vous rejoins par contre sur l'organisation, je suis pas convaincu du projet. Mais t'as filé les clés à Lebrise en juin, je trouve ça un petit peu absurde de tout chambouler après 4 mois de compétition. Après, du coup, quelles sont les variables d'ajustement pour changer? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Cahuzac, c'est tout. Ouais, bien sûr. Non, maintenant, il y a un moment. Le staff est le même. Tu as une canne en plus qui vient t'amputer de plusieurs joueurs, du coup, pour janvier. Et du coup, tu as un mercato où tu sais que tu dois dégraisser parce que ta masse salariale est astronomique avec des joueurs qui jouent pas, qui sont signés trop haut, etc. Donc, du coup, tu sais que tu dois délester ces joueurs, aller chercher d'autres joueurs. T'as éventuellement une fracture dans le staff. Je sais pas. Ça fait beaucoup de choses à régler. Dans le staff, je sais pas. En tout cas, j'ai pas cette info. Pardon, excuse-moi. Dans le vestiaire. Dans le vestiaire. Et alors, dans le vestiaire, c'est pas éventuellement. Oui, c'est sûr. C'est constaté, véridique, vérifié. Et d'ailleurs, probablement plus profonde qu'on ne pense. Exactement. Oui. Du coup, ta variable d'ajustement, de toute façon, soit tu changes le coach, soit tu changes les joueurs. Tu as décidé de garder le coach, il va falloir un gros ménage au mercato. Ah bah là, ton mercato, c'est 10 dehors, 10 dedans. Enfin, j'abuse, mais c'est peut-être pas autant. Mais il y aura un gros chassé-croisé. Sinon, je vois pas le projet. Du coup, ce que je vous propose, messieurs, c'est de lancer cette parenthèse mercato qui nous mènera au Ferry Time le 1er février à partir de 21h sur Twitch, en direct avec la taverne comme d'habitude, vous le savez, et je sens qu'il va être légendaire celui-là. Là, il nous faut trop de joueurs pour pas en signer un ou deux dans le Ferry Time, donc forcément il va être légendaire. Tu l'as dit, Raph, il va falloir dégraisser. Je vous demande, messieurs,
qui est-ce que vous voyez qui est-ce que vous souhaitez voir partir? Ça. Et, puisque la réponse va pas forcément être la même, qui est-ce qui est faisable comme départ? Pierrot, je commence par toi. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu vois comme départ? Qu'est-ce que je veux voir partir? Ouais. Alors, Igor Silva. Donc, lui, il a annoncé au Brésil, vers Santos, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Il était en train de Laval l'autre jour. L'un des 3 latéraux gauche, parce que Mendy, Yongwa, Le Goff, t'as 3 joueurs qui ont le niveau pour une place, donc pour moi, il y en a. C'est par de qui, du coup? Joker. Ils sont 3. Vincent Le Goff, il a prolongé. Darling Yongwa, jeune, potentiel. Je pense qu'il Benjamin Mendy, Paris. Je pense qu'il y a un joueur qui va partir mais pas pour des raisons sportives. Ok. Je fais partir Muyokolo. Tu le vends ou en prêt? Il partira pas. Je vends. Si tu peux. Je pense que tu peux le prêter quand même. Qui va l'acheter? Qui va acheter Muyokolo aujourd'hui? Personne va acheter Muyokolo. Non, un projet qui lui correspond, parce que faut qu'il vous voyez partir aussi. Il pèse rien. Enfin, il a un salaire tout petit. Non, tu le sais, t'es même pas obligé de le prêter, parce que visiblement tu comptes pas sur lui sur l'avenir. Donc. Et tu sais qu'en plus dans ta liste, c'est probablement Silva qui a le plus gros salaire pour l'instant. Surprenant, mais si Talbi fait une bonne canne, moi je le fais partir. Mais tu le feras partir pour beaucoup moins qu'elle était. C'est aussi ça le truc. Combien vaut Talbi aujourd'hui? Il est beaucoup moins bon cette saison qu'il était avant cet été. Bien sûr. Je fais partir Innocent. Je fais partir en prêt Mvuka parce que visiblement on compte pas trop sur lui. Et après en attaquant, je prête Doucouré, Garbage. Sachant que Pablo Pagis vient d'être prêté à Laval. Si là aussi, tu vois les joueurs qui n'ont pas joué beaucoup, que Régis Lebris compte pas sur eux, vas-y, faut les prêter et qu'ils aillent jouer ailleurs. Ça sert à rien de payer des joueurs qui jouent pas, tu vois. Même si tu payes 50% de leur salaire en étant prêté, au final t'es gagnant parce que tu les fais jouer ailleurs, ils vont peut-être prendre de la valeur ou au moins ils vont pas moins en perdre qu'en jouant pas. Et t'économiseras un peu de salaire pour recruter des joueurs. Maintenant, qu'est-ce que tu vas recruter comme joueur à part des mercenaires? Tu vas aller chercher qui? Mathieu Pébernes? Raph, toi, d'un point de vue sportif ou économique, qu'est-ce que tu envisages comme départ à ce mercato? Là, il faut faire à la fois de l'économie et du sportif. Tu vends toutes les valeurs à la baisse. Je te fais une petite passe décisive. Ouais, je sais, merci, ça me fait plaisir. Petit coup du scorpion. Non, mais en vrai, c'est toutes les valeurs qui descendent. Faut délester maintenant. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui sont en perte de vitesse et qui perdent de la valeur. Aujourd'hui, c'est quoi la dynamique de Jean-Victor Makengo? Parlons-en de Jean-Victor Makengo. Il a encore été moyennasse contre Sochaux. J'ai rien contre ce joueur et le personnage. C'est juste qu'aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il est là. Je pense plus d'1 an. Il a été acheté à plus de 10 millions avec bonus, etc. Et aujourd'hui, je sais même pas s'il vaut 5 ou 6. S'il en vaut 1. Tu vois, non mais sérieusement, franchement, je parle très sérieusement. Oui. Ensuite, Adrian Gerbic, il prend 100K. Tu prends Makengo plus Gerbic, je pense, c'est 10% de la masse salariale du club déjà, tu vois. Tu prends Silva, non, j'abuse un peu. Ouais. Tu prends Silva qui est à 60, Makengo qui doit être à plus de 70 et Gerbic qui est à 100. Déjà, t'en as 3, tu libères mais qui va acheter Adrian aujourd'hui, tu vois? Personne. Donc, ok, prêt, 50%, en Ligue 2. 30%. Ouais, mais à combien? 1,5 million, 2 millions, 3? Allez. Ok. Du coup, tu retrouves pas tes sous. De toute façon, tu retrouves. Voilà, la perte, elle est, tu la signes, etc. Donc, ensuite, moi, je suis vendre Talbi aujourd'hui, c'est le vendre au plus bas de sa valeur. Ouais. Donc, moi, je suis pas d'accord. Tu gardes ce joueur-là, t'espères qu'il. Là, t'as plus beaucoup de défenseurs centraux. Tu peux pas. C'est impossible. T'es obligé d'attendre. Là. Il y a un mois, on croulait sous les défenseurs centraux. Non, mais. Là, on se demande qui tu vas aligner, quoi.
Ensuite, assez d'accord avec Pierrot sur le fait que sur la partie arrière gauche, il y a 3 joueurs. Allez, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'on pourrait pas acter que le pari Benjamin Mendy, ça marche pas? Sportivement, bon, il a pas joué beaucoup de matchs. J'allais dire sortir la stat cruelle, il n'en a pas gagné un seul, mais bon, on n'a pas gagné beaucoup non plus. Sportivement, je suis pas sûr qu'il apporte beaucoup. En tout cas, pas transcendant. Pas mauvais, attention, mais pas transcendant. Est-ce qu'humainement, il apporte dans le groupe? Est-ce qu'il a ce rôle de leader parce que l'expérience, etc. Pas convaincu non plus. C'est-à-dire que quand dans la presse ou dans les médias, etc., filtre le fait que selon Mendy, c'est le coach le plus claqué qu'il ait eu, c'est sûr que ça participe pas trop à l'amélioration du club, quoi qu'il en pense, tu vois. Donc, après, comme tu l'as dit, les engueulades dans le vestiaire, ça a toujours existé, mais là, c'est quand même autre chose. Mais là, c'est un cran dessus. Ouais, c'est ça, voilà. Là, c'est un cran dessus, c'est un jugement de valeur. On se parle du coach principal. C'est un manque de respect. Et puis, c'est un manque de maturité. J'aurais même dit pas mature. Putain, alors là, les scoops dans la taverne. Mais est-ce que ce serait pas de temps de se dire, bon, c'était un pari gratuit, hein, faut pas se mentir. T'arrives à le revaloriser, c'était bien, tu faisais une belle bascule. Puis sportivement, il pouvait t'apporter beaucoup. Bon, écoute, ça n'a pas marché. On t'a remis en selle. Tu vas te trouver un club assez facilement parce qu'il va en trouver des clubs. Puis merci, au revoir. Il faudrait savoir le réel impact qu'il a sur le vestiaire. Est-ce que c'est nocif? Est-ce que tout ce qui a été dit, c'est... Oui, on n'est pas à l'intérieur, mais comment dire, est-ce que justement avec Benjamin, il n'y a pas trop de décalage du fait de sa carrière finalement? Enfin, quand tu vois les clubs qu'il a côtoyés, les joueurs qu'il a côtoyés, il arrive dans un club totalement... c'est totalement irréel. Bon, c'est une situation... Mais tu vois, je suis d'accord avec toi, Lucas, mais tu vois, c'est là où je me dis que le staff technique, le staff sportif, etc., avec un psy, ou je sais pas comment vous l'appelez, comment tu peux te dire, comment tu peux ne pas analyser l'amalgame que tu dois faire sur un groupe pro en prenant des joueurs qui peuvent être très différents d'un point de vue carrière sportive, etc. Enfin, c'est un vrai risque aussi de ce point de vue-là qu'il y ait un tel décalage, comme on le dit, entre son envie de rejouer au foot, là où il atterrit, et du coup son expérience professionnelle. Comme tu dis, le décalage il est immense. Donc, et l'ADN du FCL, ça a toujours été de plutôt donner sa chance à des jeunes qui se développent et être plutôt un club tremplin, et pas forcément un club où on se relance, tu vois, mais plutôt un club tremplin. Donc je trouve que là il y a une erreur de casting quand même. Et est-ce que ce discours il peut pas s'appliquer à Tiémoué Bakayoko? Et en fait, Bakayoko, au-delà, le comportement, je sais pas, j'ai pas d'infos suffisantes pour juger. Par contre, sur le terrain, je trouve que ça manque clairement de verticalité. C'est un des milieux lorientais qui fait moins progresser le ballon. Je sais pas, je le trouve très poussif. Hein. C'est très très poussif. Alors oui, on peut toujours respecter le joueur, la carrière, etc. Après, il faut juste prendre ses minutes, regarder les matchs. Il y a rien de fou, hein. Il n'y a rien de fou. Le problème, c'est que tu as un Makengo qui pourrait le bouffer, qui fait rien. Tu as un Innocent, le seul peu, voilà. Bon, au moins, il fait le taf. Ouais, puis tu as un Berger qui le premier sur qui je tape cette saison. Tu as un Berger qui est tout seul à essayer de faire ce qu'il peut. Au milieu de terrain, il n'y a plus d'étincelle, quoi. Et Ponceau, qui a eu des minutes dernièrement, un demi-cran au-dessus, il a ses pompes à l'envers, quoi. Je sais pas, personne tourne rond. Il n'y a plus rien qui tourneront au club. C'est un truc de ouf. Lucas, tu vois d'autres départs que les noms que l'on a mentionnés? Et Fèvre. Il y avait la rumeur Fèvre aussi, on n'en a pas parlé. J'attendais. Non, Fèvre, ce serait comme pour Talbi, où je suis pas du tout d'accord avec Pierrot, le départ de Fèvre serait pour moi irréel aussi. Malgré le fait que sur les dernières semaines, on a vu une baisse de niveau, on a des doutes sur son implication. Ça reste notre leader technique et un joueur qui, même dans un mauvais match, peut faire la différence. Et aujourd'hui, on peut pas se passer de
de le sortir comme ça, sachant qu'en plus il est prêté, il n'a pas de valeur marchande, il va pas nous rapporter financièrement, si ce n'est une économie de salaire. Donc on peut pas se passer d'un joueur comme ça, sachant qu'en plus en attaque, c'est très très compliqué, que ce soit avec la CAN ou avec les certitudes qu'on a cette saison. Donc moi pour moi c'est impensable. Et au niveau des départs, pour Makengo, je pense qu'il peut garder encore une cote en Italie. Il a quand même performé là-bas. Après, est-ce que tu le prêtes? T'attends qu'il se relance? Ou est-ce que tu le vends au rabais Non, en tout cas, je pense que tout a été dit dans les départs. Et Makengo, il a eu sa chance quand même. Il a eu des minutes, il a été titulaire maintes et maintes fois. Je veux dire, je sais pas, ça marche pas. Puis il arrive avec un prix où il doit performer, quoi. Dieng, pareil, je sais pas si je me suis absenté 2 secondes. Vous en avez pas parlé de Dieng? Dieng, je trouve qu'il est un demi-tour au-dessus de ce qu'il nous a habitué. Parce qu'il a fait 2 matchs à peu près corrects à Toulouse et ensuite. Ouais, mais c'est quand même 2 matchs à peu près corrects de plus que Makengo sur un an. Non, mais c'est vrai, c'est moins que rien. C'est sûr. Et en plus, trouver un 9, sachant qu'on va peut-être déjà devoir en trouver un 9 performant en plein mercato d'hiver. Alors, en parlant du mercato d'hiver, Pierrot nous avait préparé une petite statistique sur le mercato d'hiver. Je te prends un petit peu au dépourvu, du coup. Je meuble en attendant que tu trouves ça. Tu me fais signe quand c'est bon. Mercato d'hiver, est-ce que c'est un mercato sur lequel on fait vraiment des bonnes affaires? Pierrot, je te laisse nous raconter ça. Pas tout le temps. J'ai commencé par... j'avais pris je suis remonté jusqu'à 2016. En 2016, on avait fait Jimmy Cabot. Bon, plutôt honnête. Oui. Alors là, oui, plutôt honnête. Et puis, à cette époque-là, c'était plus un joueur de complément qu'on cherchait. Très, très bon recrutement. Lindsay Rose. Bon, moins fou. Ça a fait le taf en Ligue 2, on va dire. Ouais, puis les chemtrails, quoi. Et après, on a eu Mesa King. Ouais, c'était moins bien. En 2017, l'année de la descente, on a pris le mercenaire Pébernès. Free Pébernès. En 2018, c'est là où on a peut-être fait le meilleur coup sur un mercato d'hiver. Yohan Wissa. Ouais, c'est incroyable. Et Jonathan. Mais il fait une demi-saison claquée au sol, par contre. Oui, sa première demi-saison, oui, elle était. Ça va pas être rassurant pour la fin de saison, mais on l'a toujours dit que les mecs qui arrivent en janvier, il leur faut le temps de se remettre dans le bain. Les mecs qui sont bons, ils arrivent pas en janvier chez nous. 2019-2020, on a pris personne. 2021, on a pris Ilori, donc on a pris personne aussi. Oh, incroyable. Très beau passage. 2022, on a pris Koné et Innocent. Donc, Ibra Koné. Hein. Oui. Ça, c'était plutôt bien vu. Clairement, je pense que si là, on pouvait revenir en arrière, on le vend pas à Almeria, il reste chez nous. Lui, il est content, nous, on est content. Non, mais attends, on en a parlé combien de fois? Quand Koné part, on se dit tous qu'un numéro 9 va arriver. Et non. Bon, après, là où j'ai pas trop entre guillemets de regrets, c'est qu'il se part à Almeria, il se pète la jambe, il est out toute la saison. Donc, Oui, non, mais c'est pour ça que lui aussi, ça leur aurait bien rendu service de pas partir à Almeria, quoi. Et l'année dernière, l'année dernière, parce qu'on est en 2024 maintenant, Makengo, Dieng et Fèvre. Fèvre, tu peux pas. Non, mais Fèvre, tu peux pas dire qu'il y a eu un impact. Il y a un impact sur les 2 derniers. Il y a eu un impact. L'arrivée de Fèvre. Fèvre, oui. Je vous rappelle que Fèvre a quand même conditionné, du coup, en tout cas, ça faisait partie d'une des volontés de Régis Lebrise pour continuer au FCL. Hein. Quand même. Ouais. Oui, d'accord. Conditionné. Personne n'a voulu. On a pris quelqu'un d'autre à Nice, il a trouvé une excuse pour vouloir rester. Peut-être surtout ça. Mais oui, non, sur les 3, il y a Fèvre, tu peux pas parler d'échec, je suis d'accord avec Raph là-dessus. Makengo, on peut commencer à se dire que c'est un échec. Dieng. Non, mais si, Dieng, c'est trop long. C'est trop long. Oui, tu peux pas attendre un an. T'attends un an. Dieng qui part à la CAN d'ailleurs, je sais pas si vous avez la liste de tous les joueurs qui partent à la CAN parce que c'est un petit peu long, on peut le faire de tête. Bamba Dieng et Mendy Attends, je fais par ordre chronologique des postes. Vas-y. En gardien, t'as Alfred Gomis et voilà. En défense, t'as Gédéon. Le Sénégal, Alfred Gomis, n'est-ce pas? T'as Formose Mendy.
T'as Talbi, t'as Yongwa. Et t'as qui encore? Kaloulou. Ouais, j'ai dit Kaloulou. Ah, pardon. Okay. Il reste Dieng, Doucouré, et je crois que c'est tout. Ça fait 7. Ce qui est le plus gros contingent en Ligue 1. Du coup, maintenant qu'on a voulu virer la moitié de l'effectif, qui est-ce qu'on recrute? Alors, je vous demande pas des noms, parce que on avait déjà fait l'exercice une fois. Voilà les noms des joueurs qu'on voudrait recruter dans la taverne. Il n'y en a pas un qu'on a mis dedans. Par rapport à nos différentes listes, il nous faut un arrière droit. Évidemment. Sachant que Kaloulou est à la CAN, Igor Silva est en instance de départ, il nous reste Formose Mendy et Dembo Silla, dont on a vu contre Sochaux pourquoi il jouait pas depuis le début de saison. On a résolu un mystère au passage, ça fait plaisir. Ça valait le coup de faire sa propagande, tiens. Depuis le début de saison. Pourquoi il joue pas Dembo Silla? Voilà, il joue, il est pas bon. Allez hop, on a compris. Du coup, il nous faut un arrière droit, en effet. Est-ce que tu prends un défenseur central? Je dirais oui. T'as pas vraiment le choix. En plus, avec la porte qui s'est pétée, tu peux aussi. Ça renforce le fait qu'il t'en faut un. Et puis, tu fais la liste de tes centraux. T'as Talbi qui reste correct. Touré, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Me lancez même pas sur ses coupes de cheveux. Mais sur son bandana, on peut. Oh là 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 là. Ça me saoule. Qu'est-ce que tu viens faire le show, là? Oh là là. Mais contre Brest, comment est-ce qu'il... Non, c'est contre Strasbourg. Comment est-ce qu'il finit le match? Comment il finit le match, ce mec? Il blesse 2 gars, il doit prendre rouge. Contre Brest, il fait n'importe quoi. Sur le deuxième but brestois, c'est un sketch. Bref, Touré 0. Formose Mendy, bon, il joue moitié du temps latéral droit. Julien Laporte, c'est pété. À chaque fois qu'il joue. Ouais, c'est compliqué, ça. Quand il joue, c'est péno. Julien Laporte, il prend cher avec tout le monde, mais mine de rien, il fait ce qu'il peut, et là, il vient de se péter. Et on lui souhaite d'ailleurs un bon rétablissement. Mouyokolo ne joue pas. T'es obligé de prendre un défenseur central. Ouais. Et le recrutement d'Isaac Touré, on va en parler aussi. Tu rappelles Bamou le mec. Alors, il y a une enquête qui est sortie ou un rapport qui est sorti. Il fait partie des Wonder Kids du football. Ouais, je sais pas quoi. J'ai vu ça, ouais. Oui, enfin. Alors, moi, je veux bien pas être un très grand expert en football. Je suis zéro à Football Manager et tout. Oh, putain. C'est quand même un site de branlette intellectuelle, quand même. Bien sûr, mais bon. Après, bref, il te faut un central, je suis d'accord avec toi, Raph. Quoi d'autre? Le poste de défense central est quand même très particulier. C'est dur de le juger quand un jeune joueur, mais... Putain, Lucas Vergès, quoi. Lucas Vergès. C'est un truc de ouf. Non, pas du tout, mais... Il défend l'indéfendable. Lucas Le Texier. Je défends le poste de défenseur central où les jeunes joueurs, c'est très très dur de jouer, de juger un défenseur central qui évolue très rapidement après par la suite. Non, c'est vrai. Et puis le poste de défenseur, c'est compliqué à évoluer. C'est vrai que tu avais dit que Théo Lebris était gaze arrière droit, c'est vrai en plus. Donc tu as tout à fait raison. Non, c'est pas si difficile à juger puisque je juge qu'il est 0. En plus de ça, du coup, en plus d'un défenseur central, on ne demande qu'à être contredit et qu'à être surpris positivement. Tous les jours. Il faut que les joueurs nous fassent fermer nos bouches. Je fais ma liste de courses, là. Je suis sur mon application sur l'iPhone, je fais ma petite liste. Vous voulez donc un latéral droit. Un milieu créateur, s'il te plaît. Un défenseur central. On remplacerait pas le petit Benzo de fait. Est-ce qu'on va pas chercher un latéral gauche, sachant qu'on a Yongwa à la canne, Mendy, nous on a dit qu'on voulait le virer, et le Goff, non, c'est bon. Okay, milieu créateur. Je veux un 8 là, un peu touche à tout. Est-ce que le match de Sochaux... Parce que là, en fait, à Bergel, il va faire une dépression, tentative de je sais pas quoi. Là, il lui faut quelqu'un pour jouer au foot avec lui. Sinon, c'est compliqué. Le match de Sochaux a quand même mis en exergue le manque de création dans ce milieu. C'est incroyable. Alors, il n'a pas fallu attendre le match de Sochaux pour le voir. Mais là, quand même... Moi, je serais même d'avis à avoir 2 milieux créatifs. Tu mettrais une pointe basse et 2 numéros 8 un peu offensifs, là, ou tu jouerais comme ça? Ouais, même s'il y en a un où tu vois ça tourne, mais tu peux pas dépendre que d'un mec au milieu créateur, il t'en faut plusieurs. Bah d'ailleurs, t'as bien vu que ce qui fonctionnait à un moment donné, c'était Lefebvre plus Ponceau avec Abergel en retrait. T'avais 2 créateurs, ça fonctionnait. Ouais, puis Ponceau.
on souffle. Alors, donc, un latéral droit, un défenseur central, un ou deux milieux créateurs. Quoi d'autre? Est-ce que Père Noël Christ va être gentil? Tu penses que c'est faisable tout ça là ou non? C'est ok. Moi, je pense qu'il nous manque du monde encore. Si on veut 2 ailiers, ça va faire beaucoup, je pense. Mais, il en faut au moins un ailier gauche, non? Au moins un ailier de chaque côté, je pense. Parce que, mais attends, c'est quoi? Qui sont nos ailiers? Mais il est même pas ailier, ce type. Oui, mais bon, il joue à ce poste-là, on peut pas non plus. Mais t'as pris Vuka, ça marche pas. T'as pris Kathleen, ça marche pas. T'avais Diarra, ça marche pas. T'avais Taoufik Ismail, il est où? Porté disparu. Non, mais je sais, c'est pour la blague. Mais du coup, après, t'as fait exprès de pas avoir d'ailier. T'as viré tous tes ailiers, du coup, pour créer ce alors que quand t'avais l'orienté Dango, tu marchais sur l'eau. Mais oui. Mais c'est normal, le jeu de transition n'existe plus au FCL. Voilà. Bon, du coup, il vous faut 2 ailiers. Allez, je vous mets un droit, un gauche. Et vous allez pas partir sans me prendre un petit 9 quand même. Attendez. Hein? Toute une équipe en fait. Il vous faut un 9. Allez, ce qui me fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. C'est un peu beaucoup. Ah tiens, rappelez-vous, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, on se demandait quels étaient nos locks. LOCKS, nos locks. Les joueurs indéboulonnables. On a fait la liste déjà. Donc les joueurs indéboulonnables, vous mettez qui là dans cette équipe? On l'a fait. On a les mêmes. Vogo, Talbi, Abergel d'après notre liste. Vogo, tu mets même pas un Fèvre? Si, quand même, t'es obligé. Si. Ouais, mais moi, j'aimerais bien mettre Fèvre en 10. Il l'a jamais testé. Moi, j'aimerais bien mettre Fèvre à Bournemouth, personnellement. Ok. Chacun sait. Ça fait un salaire en moins, comme dit. Mais bon, après, tu sais pas à combien il est partagé aussi. À mon avis, on prend pas 100% d'un salaire anglais. Bref, impossible. je comprendrais l'ambiance de merde dans le vestiaire, là, pour le coup. Les discountés. Justement, il était en 10 en début de saison. C'est là où il a été le meilleur. C'est là où il a performé en début de saison. Nos 7 joueurs, là. Ouais, mais pas 10. Il était dans les 2 joueurs de soutien. C'était pas mais les 2 joueurs de soutien, ils jouaient 10. Ils se marchaient dessus. C'est vrai, c'est plus resserré, mais c'est pas pareil que être tout seul en 10 comme Ponceau a pu l'être. Vu que les mecs étaient tous fantomatiques autour de lui, c'est comme s'il était tout seul quand même. C'est vrai. Et pourtant, il met 5 pions. Nos 7 joueurs, excusez-moi de revenir sur si vous avez fait votre liste de courses, il va falloir passer à la caisse là. Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. Un défenseur central. En vrai, au moins 3 millions. Au moins 3 millions, tu mets. Tu mets 3 millions sur un DC. Non. Arrière droit. 2 millions. Le problème, Raph, c'est que 2 milieux créateurs au milieu au mercato d'hiver. Je suis déjà d'accord avec les dames. Mais non, mais tu fais 2-3 millions d'euros. T'as recruté Touré, la valeur du transfert, elle est à 12 ou 13. T'as acheté Mendy 8 millions. Les mecs, ils vont voir Lorient arriver pour leur acheter un défenseur central. Ils vont faire, les gogoles, on va les pigeonner. On va leur vendre un mec à 6, 7, 8 millions parce qu'ils en ont besoin. Et voilà, c'est tout. On va surpayer des joueurs. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on met autant sur un Mendy, alors, un Formose Mendy? Parce qu'on peut toujours se dire que sur Touré, il y a des petits micmac machin, là, mais du coup. Oui. Ouais. C'est une valorisation déguisée de Bamo aussi, tu vois. Ce sont 2 deals séparés. Je sais, je m'évertue à vous le dire. C'est pour les Bamo d'ailleurs, ça va ramener des sous dans la caisse. On va récupérer 11 millions en fin de saison si l'OM se maintient, Inch'Allah. On va récupérer des sous, mais on va possiblement. Mais c'est la même valeur, Chris. C'est la même valeur. Oui, au moins, ça fait des sous qui rentrent. Au moins, ça fait des sous qui rentrent. T'en perds pas en fait. Voilà. Tout simplement. Soyons sérieux 2 minutes. 7 joueurs au mercato d'hiver, vous y croyez vraiment? Non. Non. Impossible. Là, il n'y aura pas de 9 pour moi. Moi, j'attends juste que Bournemouth achète Makengo et tous nos indésirables pour 50 millions et puis on n'en reparle plus. Non, mais je pense qu'un latéral droit, ça va se faire. Peut-être un central, peut-être un milieu créatif. Non, allez, un latéral droit, un central, un créatif. Un 9. Sur l'interview de Ferry dans le Telegram, il parle de 4 recrues, quoi. Ouais. Je pense que c'est ça, un DC, arrière droit, milieu offensif et attaquant, peut-être. Ouais. Alors là, il y a la rumeur Fabien Santons qui circule. Oh, ouais. Fabien Santons, Pierrot, tu peux nous en parler?
c'est un mec qui s'est pris la tête avec les supporters de tous Partout les clubs, partout où il est passé, qui a insulté l'entraîneur de Nantes, Pierre Aristoui, parce qu'il le faisait pas jouer. Donc un super mec, quoi, une belle mentalité. Bonne mentalité pour revenir dans le vestiaire des Merlus. C'est exactement ce qu'il nous faut. Exactement. Fabien Santon qui joue au poste de latéral. Voilà. Bon, autant dire que la tâche semble assez ardue pour la cellule recrutement du FC Lorient. Mais ça veut quand même dire que ce mercato va être long et que tout se jouera dans les dernières heures du mercato. Nous vous invitons donc à nous rejoindre dans le Ferry Time 8 sur Twitch le jeudi 1er février. Il me semble, on en aura parlé en début d'épisode, c'est bien. Vous suivez. Non, là, c'est quand même très, très inquiétant de se dire au mercato d'hiver, il faut qu'on signe 4 mecs, si ce n'est 7. Ah oui. Non, c'est mort. Du coup, sur cette note positive, je vais vous poser une dernière question, messieurs. Est-ce que vous pensez que le FC Lorient peut encore se maintenir en Ligue 1 ? Allez, Lucas. Oui. Tu veux essayer d'épiloguer un petit peu Épiloguer, je pense qu'il faut quand même qu'on ait de l'espoir parce qu'il y a encore là un mois pour régler beaucoup de problèmes. Ça ne les réglera pas tous, évidemment. Mais on peut espérer qu'il y ait encore un sursaut d'orgueil, sinon autant arrêter d'analyser la saison maintenant. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Avec Lucas, l'émission elle fait 15 minutes. Bon, alors toi, Raph, tu penses qu'on peut se maintenir ou pas ? Non, moi j'y crois plus. Ouais. Ouais. Tiens, je m'attendais pas à ça de toi. Excuse-moi. Non, j'y crois plus parce que tout ce qui aurait pu faire notre force, on l'a déjà fait en fait, arithmétiquement parlant, à la trêve, 12 points, etc. Avec une vraie mobilisation, un collectif des joueurs. Là, je sais pas, j'ai du mal à y croire. Après, c'est pas pour autant que je serais pas derrière le club et l'équipe. Hein. Sinon, je ferais pas le déplacement à Lille encore ce week-end. Mais je sais pas, je me dis qu'on est trop loin, quoi. On est vraiment trop loin dans les intentions, trop loin dans la mayonnaise, trop loin dans la communication autour du club. Il y a trop de trucs qui vont pas, quoi. Il y a vraiment trop de trucs qui vont pas et championnat à 18, on a vu que toutes les équipes c'était compliqué à jouer. Il n'y a pas une équipe où on s'est dit waouh, elle est nulle. Clairement. Il y a 17 équipes qui se sont dit ouais, ils sont nuls. Ouais, exactement. Non mais tu vois, et puis t'as pas un ou deux joueurs où tu dis putain, tu peux compter sur eux, à chaque match ça délivre. Tu vois, enfin, c'est difficile. Derrière, c'est poreux. Devant, c'est inoffensif. Au milieu, ça tient pas le ballon. À part Vogo qui fait sa saison, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Et le mercato d'hiver, on sait très bien que c'est compliqué de faire des coups. T'as un Régis Lebris qui sait plus trop où il va. La communication est de plus en plus difficile et probablement insupportable à tenir pour lui. Et au milieu de tout ça, je trouve que le remède est probablement pas assez fort par rapport aux mots qu'on a pu analyser là depuis ces dernières semaines, quoi. Enfin, le FC Lorient va pas bien du tout. Il est très malade et on a pris un cachet d'aspirine, quoi. Tu vois, c'est super. Pierrot, toi, tu crois au maintien, pas du tout ? Absolument pas. Pour les mêmes raisons qu'a exposé Raphaël, je suppose. Bah ouais, puis enfin quand on navire, c'est un peu comme le Titanic. Une fois qu'il y a eu un impact, ton bateau commence à couler. Il va pas continuer à avancer jusqu'à son port d'arrivée. Oh, c'est beau, c'est beau. On sent le marin en toi. Moi, j'y crois quand même. Oh, c'est beau. Ouais, pas avec ce groupe. Ça, c'est clair. Ah. Ah oui, non, tout va. Et du coup, si on garde le même groupe à la fin de Ferry Time 8, okay. Ah bah, non, c'est mort. C'est pas possible. Pas avec ce groupe. Il y a trop de mecs qui tirent ça tire pas dans le même sens. J'ai réussi à finir ma phrase. Ça tire pas dans le même sens. Tu voulais parler de la couette. Il y a trop de. Ça va faire un peu cliché, mais il y a les anciens et les nouveaux et ça matche pas. Il y a ceux qui ont vécu la montée, ceux qui ont vécu le maintien avec Pélis contre Strasbourg à la dernière journée en étant dernier de Ligue 1 en décembre. Il y a ceux qui ont vécu 2 maintiens.
Il y a ceux qui ont vécu la super saison l'an dernier, puis il y a ceux qui sont arrivés là et ça matche pas. Alors, qui est la faute? Je suis pas en train de dire que c'est la faute des nouveaux, la faute des anciens, la faute de Le Brick, peu importe, j'en sais rien. Mais ça matche pas. Avec ce groupe-là, ça marche. De toute façon, le derby à Brest, tu viens de faire une contre-performance juste avant. Tu viens de faire une contre-performance à domicile. Tu as le derby à Brest. Alors, Brest sont sur une super saison, ce que tu veux, pas de problème. C'est l'occasion, tu vas partir en vacances, c'est l'occasion de te remettre un petit peu les supporters dans la poche. Au-delà du résultat, tu peux perdre, tu perds 1-0 à Brest, machin, tu peux perdre. Il y a eu zéro combativité sur le terrain, zéro envie. Tu prends un quadruplé en 20 minutes par un mec qui avait jamais marqué en Ligue 1, il me semble, prêté par Reims, si je dis pas de bêtises. Peut-être pas, enfin je m'en fous, personne le connaît, il marquera probablement plus jamais en Ligue 1 de sa vie. Il met un quadruplé en 25 minutes, mais ça existe pas. Ça existe pas. T'as des mecs apathiques, t'as des mecs qui, c'est n'importe quoi. Et après le match, t'as des mecs. Et après le match, t'as la moitié, non, mais un bon quart de groupe qui se barre en se marrant, kebab sous la main pour on m'a dit pizza. Ah, on t'a dit pizza, excuse-moi. C'est important. J'ai essayé de noyer les poissons. Pizza sous les bras et mort de rire, ça se barre en taxi pour partir en vacances, pendant que les autres rentrent en bus à Carlier et doivent se taper les ultras là qui sont arrivés. D'ailleurs, mouvement légendaire des ultras qui sont partis ramener 400 kilos de poissons pourris sur le parking de Carlier avec une banderole pourrie comme vous. Franchement, top. Là, sans ironie, je trouve le move légendaire. Tu crois que c'est un groupe qui vit bien, ça? Non, c'est pas un groupe qui vit bien. Ça, c'est pas un groupe qui va se tuer les uns pour les autres pour se maintenir. Surtout face à des équipes qui, eux, sont programmées pour ça. Clermont, les mecs, ils se dépouillent. Ils le savent depuis la J1 qu'ils vont jouer à ça. Toulouse, bon, ils sont peut-être pas attendus à être là. Clermont qui a quand même dit, et on l'avait dit au dernier podcast, là, qu'ils nous avaient trouvé affreusement mauvais, quoi. Ouais. Tu vas être en concurrence avec Lyon. Alors Lyon, ça y est, Lyon a plus de sous. Ils viennent de lâcher 25 millions pour je sais pas qui là. Toulouse, Metz a recruté Mikotadze. Ils se renforcent bien. Ils sont. Et puis Metz, ils le savent qu'ils viennent pour jouer le maintien. Toulouse, bon là ils sont peut-être un peu surpris, mais c'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout. Les mecs, ils ont vécu Toulouse a joué la Coupe d'Europe aussi. Hein. Ouais, c'est un bon point. C'est un bon point, Chris. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe aussi n'était pas programmée pour. Finalement, comprend qu'après 10 journées, qu'en fait, ça va être le maintien et qu'il y a des joueurs qui ont juste pas envie de jouer le maintien. En fait, bien sûr. Aussi, tu vois. Pourquoi on en a parlé. On a déjà parlé dans la taverne. Pourquoi il vient Mendy? Pour se relancer. Pourquoi il vient Bakayoko? Pour se relancer. Les mecs, ils sont pas là pour jouer le maintien. Ils sont là pour se relancer, step up et repartir dans un gros club. C'est le deal avec eux, il n'y a pas de souci. Ah oui, mais le problème, c'est que quand tu es 18e à la trêve, ou 17e, je sais même plus combien on a, 17e, il y a Clermont derrière nous. C'est plus la même salade. Et puis Donc, avec ce groupe, c'est mort. Puis même, tu vois la diff. On a vu, tu vois l'équipe sur le papier, intrinsèquement, elle est quand même plus forte que les 2 années où on joue le maintien avec Pélissier. Je suis même pas non, sûr. Mais sur le papier, si, elle est quand même plus forte. Faut pas se leurrer. Même avec Mofi Ouattara l'orienté? Ouais, parce que Mofi t'es pas aussi fort avec Pélissier. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, mais là où t'as une différence, c'est que tu vois, on était à la trêve, on était à peu près dans les mêmes eaux, sauf que tu sentais qu'avec Pélissier, tout le monde tirait dans le même sens et tout le monde était dans le même bateau. Il y avait un vrai esprit d'équipe. Là, tu l'as pas. Ils étaient une équipe de copains. C'est ça. Et puis si t'as que 1 ou 2 joueurs qui sortent du lot, ça se voit dans certaines équipes qui jouent le maintien. Les joueurs, ils sont sur le terrain, ils se donnent pas par rapport au collectif. Mais là, tu ressens que c'est une certaine partie du groupe et ça prend trop de place par rapport à la saison, par rapport au temps de jeu qu'ils ont. Et ça empathie sur tout le monde. Parce que rien qui sortait du vestiaire. T'avais pas un mot qui sortait du vestiaire sous Pélissier. Ouais. Pas un mot. Et pourtant, quand ils se retrouvent à dernière journée de la phase aller en 2020, dernière journée de la phase aller, dernier de Ligue 1, ça va pas être après 8 défaites. Pierrot te le rappelait l'autre jour. 8 défaites consécutives. L'ambiance dans le vestiaire, elle devait pas être extraordinaire. T'entends rien qui sort du vestiaire. Rien. Là, nous, on n'est pas dans le vestiaire, mais c'est presque comme si.
Et si nous on entend, imaginez la presse locale, imaginez les médias qui suivent physiquement, qui sont autour. Attendez. Non. Donc, pardon, on a un petit peu digressé, mais non. Le mercato, il est mais crucial. Et je pense que le FC Lorient joue sa survie là dans les 3 prochaines semaines. Les 21 prochains jours qui viennent. 22 prochains jours qui viennent. Vous avez confiance dans ce mercato, vous ? Vous pensez qu'on va être surpris positivement ? Non, le problème, c'est qu'on ne pourra pas insuffler un vent nouveau avec aussi peu de recrues. Ou alors, même l'excès inverse. Hein. Imagine, tu fais venir 5 mecs. C'est 5 mecs qu'il faut inclure. 5 mecs qu'il faut... tu vois ? C'est compliqué, je trouve. Puis, ou alors tu prends vraiment que des mecs de division inférieure, tu vois, qui du coup vont avoir un peu pas ouvrir leur gueule et tout donner, et voilà, tu vois. Tu prends des grognards, quoi. Non, je sais pas, mais toi tu ferais plus genre à la One ou les trucs comme ça, ouais, quoi, bien sûr, l'ancienne, quoi. Oui. Là où ça me fait peur au niveau du mercato, c'est que on a vu Régis Lebris qui a eu l'occasion de faire tout un mercato entier à choisir ses joueurs. C'est quasiment que des flops. Donc j'ai très très peur. Et puis il avait pris cette décision, le Brice, de tourner le dos aux vieux grognards, comme tu disais, Christ. C'est-à-dire les Lemoine, les mots conduits, etc. C'est bisous, hein. Ciao, au revoir, merci, vous faites pas partie du projet. Alors ça a marché un temps, parce que du coup il a quand même eu une énorme spirale positive pendant plusieurs journées. Mais derrière, c'est aussi ces gars-là qui tiennent ton groupe, en fait, qui du coup portent le message du coach. T'as des vrais relais sur le terrain, etc. Mais en fait, ça t'affaiblit aussi ta carapace, hein, en n'ayant pas les relais avec les grandes gueules et l'expérience pour faire fermer les bouches aussi. Donc Vous avez des idées de noms de joueurs que vous ramèneriez ? Moi, j'ai une idée pour un 9, mais vous allez encore dire que... Vas-y. Pierre-Yves Abel ? Bien sûr. Il performe à Paris, il est en forme. Il doit pas être très cher. Il revient à la maison. Allez hop, 10 buts d'ici la fin de saison. On se maintient. Merci, bonsoir. Sinon, des noms à donner ? Rien. En vrai, non. Ouais. Ça va être. Je suis même pas inspiré par ce qu'on pourrait avoir, tu vois. Ouais. On verra. On aura l'occasion d'en reparler bientôt. En tout cas, l'avenir immédiat du FC Lorient, c'est le LOL. Ouais, oui, c'est le LOL. Pardon. Oh, le lapsus. Alors, c'était pas fait exprès, vous m'excusez. C'est le LOSC. Ce sera à 13h le 14 janvier, c'est-à-dire dimanche. 13h. J'allais dire un horaire qui nous réussit pas, mais de toute façon. Même samedi 18h, c'est pas bon. Il n'y a rien qui nous va, donc voilà. À Lille qui est plutôt bien cette année, puisqu'ils sont au classement, si je dis pas de bêtises, de 5e. 5e, ouais. Autant dire que on va y aller en plus. Allez, quel 11 on verra contre Lille ? Vous voulez essayer ? Je sais même pas. J'ai même pas envie d'essayer. Bon, allez. On jouera dans quel système déjà ? 4-2-3. 4-2-3-1 pour varier. Une petite note. Bogo ? Si on prend Santonze et si cette rumeur est vraie, son meilleur poste c'est piston. Il a toujours été plutôt moyen. Défense à 5 du coup ? En latéral droit. Donc je sais pas. Ça me fait un peu. Tu fais rejouer Formose dans l'axe. Bah du coup tu mets qui latéral droit latéral droit, tu mets qui contre Lille là ? Parce que Kaloulou est à la canne et Igor Silva il est au milieu de il est avec les Arca Ultime là en direction du Brésil. Donc on va pas le revoir tout de suite. Ultime Challenge Brest. On va pas le revoir tout de suite là. Hein, il est à bord de Banque Populaire. Salut Igor, merci pour les travaux. Du coup, à la droite, tu mets Formose Mendy, t'es obligé, il n'y a personne d'autre. Il a la canne. Il a la canne. J'avais oublié lui. Du coup, t'as qui à mettre à droite là ? Tu remets Pelon ?
T'as que non, à droite, non. tu peux mettre que Silla ou Le Bris. Ouais, tu mets Le Bris. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Excusez-moi. Tu fais rejouer Le Goff. Tu fais rejouer Le Goff. Est-ce qu'il a été plus mauvais que. Tu remets Le Goff et tu fais jouer Le Bris à droite. Ah oui, Le Goff. Ah oui, tu m'as fait peur. Le Goff à gauche. Oui. Oui, d'accord. Donc, Théo et Vincent Le Goff. Défense centrale. Aïe. Touré Mendy, hein. Touré. Non, pas Mendy. Non, Mendy est pas là. Mouillokolo. Oh là là, la défense à 1m98 de moyenne, quoi, putain. Vous pensez que Benjamin Mendy sera pas titulaire à gauche? Bah si, pour moi, il sera titulaire. Je suis l'entraîneur le plus éclaté qu'il ait connu. Je suis pas sûr de le remettre sur le terrain tout de suite, moi. Ouais, mais... Ensuite. On a nos 4 défenseurs, là. Abergel. Ça va être Abergel, Bakayoko, Ponceau, Lefebvre. Enfin... Tu mets pas Makengo pour le faire briller un petit peu, on sait jamais. Il est éclaté au sol. Bah oui, moi, mais... Il s'est fait bouffer par des mecs qui jouent en N1. Mais bon... Enfin, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs qui jouent en N1, bien entendu. Oui, c'est la magie de la coupe. Abergel, Bakayoko. Excusez-moi, j'essaie d'avoir un 11. De toute façon, je sais même pas qu'est-ce qu'on a d'autre comme option. Enfin... il n'y a pas d'option. Non, tu peux mettre t'as le choix entre un joueur nul et un mec qui fait un peu de MMA au milieu, quoi. Est-ce que Carrie va revenir sur ce match? Ah oui, Carrie retour est revenu, il a joué 20 minutes. Oui, et puis là, il va jouer contre Lille, il va jouer 15 minutes, il va se blesser pendant 2 mois. Voilà. Ça suffit. Carrie, quand je pense qu'il a... enfin, bref. C'est encore un... Bon, bref. Il est bientôt à plus de blessures qu'à de matchs joués. Ceci dit, Carrie peut amener un petit peu de création au milieu. Oui. Donc, ça peut pas être pire. Voilà, pourquoi pas essayer. Bon, on verra bien ce match contre lui. Allez, continuons la blague jusqu'au bout. Des pronostics. Pronostics, messieurs. Pierrot. 4-1 Lille. Ça veut dire qu'on marque. C'est bien. Lucas. 2-0 Lille. Raph. 3-1. Non, tant qu'on n'aura pas, de toute façon, c'est pas possible. Donc, un 3-0, propre, nickel. Rien, enfin voilà, sans suspense. Je n'ai absolument aucun espoir dans ce mois de janvier. Premier penalty pour le FC Lorient face à Lille. Ah, tu vois, j'y pensais aussi. Tu vois, on est connecté. Penalty contre le FC Lorient, tu veux dire? Non, pour. Non, pour. Ah bon? Pourquoi on aura un penalty? Ouais. Parce que c'est une vision qu'on a eue avec Pierrot. Voilà. Ouais. Pour avoir un penalty, il faut être dans la surface. Ouais, mais ça arrive. Hein. Regarde, Sochaux. Ça arrivera. Oui. D'ailleurs, la petite combinaison sur le but de Sochaux, elle était bien. Elle est très bien. Ouais. Coup franc joué par Ponceau sur le côté gauche. Il décale Théo Le Bris qui rentre dans la surface. Alors, il a percuté plusieurs fois, il est rarement passé, mais il passe et passe décisive pour Pelon, un des petits jeunes qui a débuté, Lucas. Lucas qui n'a pas vu le match, du coup, peut pas nous parler de ce petit jeune. C'est quand même pas de chat. Messieurs, pas de questions des auditeurs parce qu'on n'a pas demandé et de toute façon, je pense qu'on a quand même bien répondu à tout ce que posaient comme question nos fidèles auditeurs qu'on remercie de nous accompagner, de pas nous laisser tout seuls dans ce moment douloureux. Oui, on va pas vous mentir, on n'était pas hyper motivés pour faire cet épisode. Donc pas de questions des auditeurs, pas de quiz non plus parce que c'est la rentrée aussi, donc j'ai pas vraiment eu le temps. Non, mais on fait grève un peu aussi. Non. Il y a grève de quiz. De toute façon, c'est très bien. On va gagner à Lille ce week-end, on va retourner nos vestes et on dira que Dieng c'est le meilleur joueur qu'on ait jamais eu à Lorient. Et puis voilà. On célébrera ses doublés comme disait Enzo Lefebvre. Oh oui. Vous vous rappelez de ça, Enzo Lefebvre parce qu'on avait critiqué Dieng en disant. On l'avait critiqué, on avait balancé des vidéos humoristiques en parlant de Dieng. On avait demandé à l'Olympique de Marseille un remboursement pour produits défectueux. Et Enzo Lefebvre a dit, avait dit un truc du genre, vous fermerez bien vos bouches quand il mettra des doublés. Non, vous serez les premiers à l'acclamer quand il mettra des doublés au moustoir. Alors,
On verra. On rigolait bien cette époque. Quand même. N'empêche, Enzo, hein, s'il était là, ça irait peut-être un tout petit peu mieux quand même. Donc voilà, rendez-vous ce week-end à Lille pour une après-midi de folie. Bon courage à ceux qui font le déplacement. Raph, j'ai cru comprendre, tu l'as dit que 4 fois dans l'épisode, du coup j'ai cru comprendre que t'allais à Lille. Ouais, on y va avec un petit groupe des Merlus de Paris là. Voilà, les Merlus de Paris, rappelons la statistique folle, hein, qui n'ont jamais vu une victoire du FC Lorient depuis leur création. On les salue, les chats noirs. En février 2023. Les chats noirs, quoi. Bientôt un an sans victoire. Lorient, on va jouer l'Europe, il faut qu'on monte un truc à Paris, on va tous travailler ensemble. Il y a un truc qui est vrai, Chris, c'est que depuis la création des Merlus de Paris, la moyenne de points par match est la plus basse de l'histoire du FC. Excellente initiative. Ceci dit, nous on a créé le podcast monter en Ligue 1, de maintien. On va peut-être connaître notre première descente, hein, le podcast, qui sait. De toute façon, on continuera en Ligue 2. Non, il faut licencier des gens, non, c'est pas ça. Non, puis on a hâte de faire des previews de Lorient-Niort, Lorient. Bah non, Laval ils vont monter, donc Lorient. Concarneau, le grand derby. Le derby qui se jouera au Moustoir en plus. Le derby aller-retour au Moustoir. Comme les Lakers Clippers, ils se partagent le Staples Center. Nous, on va partager le Moustoir avec Concarneau, ça va être sympa. Lucas, tu voulais rajouter quelque chose? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ah non, du tout. Je valide totalement tes paroles. C'est gentil. Tiens, lui, il a peur de se faire virer si on descend en Ligue 2. Transféré à Brest-Tonnerre pour... Putain, ils nous ont mis 2-3 cartouches Brest-Tonnerre. Bon, c'était mérité. Ouais, la prochaine fois, on n'ira pas, quoi, c'est tout. Ouais, voilà. Bref, c'est horrible ce qu'on vit, c'est horrible. Si vous nous écoutez, ouais, c'est Lorient, s'il vous plaît, sortez, faites quelque chose. Faites du drama, faites un truc. Quoi. Si vous avez une idée pour sauver le FC Lorient, n'hésitez pas. Oui, c'est ça. Écrivez par voie postale. On attend d'ailleurs toujours la carte du FC Lorient. Et oui, l'enveloppe de l'annonce de je sais plus qui, elle est où là? De Bakayoko, elle est où? L'enveloppe. Expliquez-nous ça. Ça fait du bien de rigoler quand même. Bon, rendez-vous week-end prochain. L'enchaînement là, c'est donc Lille et après on joue pas de match vu qu'on est éliminé en Coupe de France. Je comprends pas. Toutes les équipes de Ligue 1 jouent pourtant. Ah oui, sauf nous. Et après, ce sera le Havre à domicile. Ouais. En gros, si tu prends pas un point face au Havre, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Vous voyez combien de points sur le doublé Le Havre-Lille? Lille-Le Havre 3. 1. Oh. On va gagner face au Havre. Non. 1-0. Ok. On enregistre, on ressortira ces paroles. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation et votre bonne humeur dans ce podcast. C'était pas gagné vu l'actualité. Merci à tous de nous suivre. N'oubliez pas, mettez petits pouces rouge, bleu, je sais plus de quelle couleur. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, ça nous aide. Et rendez-vous. Je l'ai moins dit que Raph qui va au stade à Lille, mais rendez-vous sur Twitch le 1er février à partir de 21h, très probablement, pour vivre en direct la fin du mercato. C'est 31. T'as dit 2 fois une bêtise. Non, c'est le 1er février, le mercato termine le 1er février. Non, il termine le 31. 31. Vous voulez que c'est un mercredi? Je vérifie en direct et il y a un de nous qui passe pour un ouais, j'ai déjà programmé, voilà, c'est tout. Alors, clôture, mercato, hiver 2031 à 23h. Le marché fermera le jeudi 1er février à 23h59. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Sur quel site t'as vu ça? Sur goal.com, hyper fiable, puisqu'il y a marqué goal dedans, donc c'est un truc de but. Okay. C'est aussi pour ça que c'est le présentateur. Sur topmercato.com également. Sur teamfootball.com. Qu'est-ce qu'on a encore? Ligue de football professionnel. Qu'est-ce qu'ils y connaissent? Attends, pour nous dédouaner, Raph, le 21 décembre, il y a eu un communiqué comme quoi ils ont reporté la date de clôture initialement programmée le 31 janvier a été repoussée de 24 heures au mois de novembre par la Ligue. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt dans la taverne. Des fax. Et maintenant, si vous voulez des infos fiables, suivez @ChristanGourcuff sur les réseaux sociaux. Bonne soirée, merci à tous. Ciao. Ciao.